Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. 55 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Le bilan grimpe à 225 cas confirmés. On enregistre également 7 guérisons et 6 décès. On en fait le point dans un instant. Coronavirus, quelles précautions pour les nouveau-nés et quelles modalités pour le calendrier de vaccination? Dr Allel Semen, pédiatre, médecin-chef de la circonscription sanitaire Sidi Fatha Rabat, est avec nous pour nous éclairer. Un début de printemps pluvieux et neigeux, nous découvrirons des paysages qui boostent le moral en ces temps de confinement. À suivre en fin de cette édition. Nous commençons par le point de la situation épidémiologique sur les nouveaux cas enregistrés. 55 nouveaux cas en 24 heures, ce qui porte le bilan à 225 cas à ce jour. On recense également 7 personnes qui ont guéri et 6 autres décès. Les développements dans ce sujet de Mohamed Aitlashkar. الحالة الوبائية للإصابة بكوفيد 19 للمغرب بالنسبة لنهار اليوم وصلت إلى 225 حالة مؤكدة للإصابة. Le total des cas confirmés de Covid-19 est de 225, soit 55 cas de plus depuis hier 18 heures. Par région, c'est celle de Casablanca-Stad qui arrive en tête, suivie de Rabat Saliki-Nitra, puis Fes Meknes, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Husseima, suivi de la région Souss-Massa, puis l'Oriental, suivi de la région Blimla-Khnifra, et enfin, Goulmim-Ouednoun avec un seul cas enregistré, un seul cas également dans la région de Dra'ata-Filet. Pour ce qui est de la tranche d'âge la plus touchée, 32,6% ont plus de 51 ans. Pour la tranche d'âge la moins touchée, 1,1% pour les moins de 5 ans. Entre 5 et 15 ans, aucun cas enregistré. Et entre 15 et 20 ans, 9% des cas. Entre 40 et 65 ans, 36,9% des cas. Il y a eu aujourd'hui un décès par Covid-19, le 6e du genre, un citoyen âgé de 65 ans de la ville de Meknes qui souffrait de maladies chroniques. Les patients suivraient un traitement à la chloroquine, conformément aux recommandations de la commission scientifique mise en place par le ministère de tutelle. يجب استعماله عند المغاربة المصابين بكوفيد 19 كي Ce médicament doit être utilisé pour le traitement des Marocains atteints du Covid-19, pour qu'il y ait efficacité de son utilisation conformément aux résultats positifs enregistrés au plan mondial pour ce traitement du Covid-19. Évidemment, le comité scientifique a pris ses décisions d'utilisation de la chloroquine de façon souveraine et indépendante dans l'intérêt des patients. استعمال الكلوروكين خذاته بطبيعة الحال بطريقة سيادية ومستقلة وآمنة بالنسبة للمرضى. Aujourd'hui, il a été enregistré un 7e cas de guérison, une personne âgée de 69 ans de la ville de Casablanca. Les cas de Covid-19 sont importés à 51%, ils sont locaux à 49%. La répartition des cas selon leur situation de santé, 86% sont dans une situation de santé stable, 14% seulement sont dans une situation plutôt instable. Il ne constitue pas à proprement parler une population à risque, mais l'arrivée du coronavirus a bouleversé leur quotidien. Ce sont les femmes enceintes et celles qui allaitent. Elles s'adaptent à cette situation inédite et doivent porter une attention particulière à leur santé et surtout veiller au strict respect du calendrier de vaccination de leur bébé. Éclairage dans ce sujet de Mohamed Louahibi chez Nesrine Star. Avant que les premières mamans et leurs bébés n'investissent le centre sanitaire Sidi Fatih de Rabat, le personnel veille doublement à l'hygiène des locaux et à leur nettoyage minutieux. La vigilance est visiblement extrême. La plupart des femmes que nous avons croisées aujourd'hui sont là pour faire vacciner leur nouveau-né. Pour elles, pas question de perturber le cours de ces rendez-vous médicaux
hautement important. Je suis ici pour faire vacciner mon nouveau-né. On m'a impérativement demandé de présenter les documents de son papa. Celui-ci n'est malheureusement pas là. Il est bloqué à Marrakech depuis que les transports intervilles ont été suspendus. Je ne sais pas s'ils vont administrer le vaccin à mon fils, bien que je ne dispose pas des papiers nécessaires. Mais évidemment, nous sommes fortement mobilisés pour faciliter la tâche à toutes les mamans dans ces circonstances exceptionnelles. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour lancer un appel. N'annulez pas vos rendez-vous. Nous travaillons 7 jours sur 7. Nous acceptons tout le monde et faisons preuve de beaucoup de flexibilité car il y va de l'intérêt général. Une forte mobilisation donc pour assurer un suivi médical régulier et dans les meilleures conditions car il y va de la santé des mamans et de leurs enfants, 2 catégories de personnes dont l'immunité n'est pas forcément forte. Une fois arrivée au centre, j'ai été agréablement surprise de constater ce bel élan de solidarité. C'est vraiment excellent. Franchement, mon mari et moi avions un peu peur d'un pic au niveau des visites. Mais au contraire, il y a du monde certes, mais tout se passe bien, avec en plus une organisation bien rodée. Tout le monde respecte les règles de distanciation sociale nécessaires. Et j'en suis rassurée. En cette période exceptionnelle, les femmes enceintes et celles en période d'allaitement sont invitées à ne pas baisser la garde, redoubler de vigilance pour leur santé et celle de leur progéniture, respecter les consignes d'hygiène de base et les gestes barrières et surtout bien se nourrir. Et puis retenez cette information, les enfants de différents âges restent tout aussi vulnérables que les adultes à la pandémie de Covid-19, malgré le fait que généralement, ils ont tendance à montrer des symptômes moins sévères de la maladie. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Et pour en parler, nous recevons Dr Al-Asmen, pédiatre, médecin-chef de la circonscription sanitaire Sidi Fatha Rabat. Merci docteur d'être avec nous. Merci à vous. Alors tout d'abord, aucun risque de transmission du virus de la maman au fœtus. Est-ce bien vrai? C'est surtout pour assurer les femmes enceintes qui nous regardent ce soir. Effectivement, c'est la question du jour. La transmission du virus chez une femme enceinte, normalement, ça se fait d'une façon nocive au cours du premier trimestre. Mais actuellement, comme vous savez, que le virus a été déclaré il y a 3 mois. Donc, il y a peu d'études là-dessus. Donc, on suit de près ce qui se passe dans les autres pays, à savoir la Chine, la France et autres pays. Alors, la transmission qui s'appelle la transmission verticale, c'est-à-dire de la femme à son fœtus, donc c'est la voie ombilicale, n'a pas été démontrée jusqu'à présent. Donc, les femmes enceintes n'ont pas à s'inquiéter, mais il faut rester vigilant. Alors, on attend et on surveille. Alors, une contamination au coronavirus peut-elle augmenter les risques d'accouchement prématuré ou de fausse couche? Alors, si on le compare à ce qui se passe il y a des années à propos du virus Zika, qui était porté par la moustique, celui-ci, effectivement, a engendré beaucoup d'anomalies congénitales. Mais jusqu'à présent, comme je viens de le dire, il n'y a aucune étude fondamentale et pratique, multiconcentrique et randomisée à double aveugle qui nous démontre ce qui va se passer. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun cas qui n'a été déclaré. Donc, il faut surveiller. C'est pour cela qu'il existe un service spécial, c'est le service materno-infantile pour le suivi de la femme enceinte depuis qu'elle tombe enceinte jusqu'à l'accouchement. Alors vous savez que la durée de la grossesse, c'est entre 38 et 42 semaines d'aménorrhée. Donc dès que la femme sent la disparition des règles, après un test de grossesse, elle se présente chez l'infirmière, la sage-femme ou le médecin gynécologue qui vont le suivre du A jusqu'à Z et la règle est bien connue et bien étudiée. Donc au moins 4 à 5 fois pendant la grossesse, la consultation en service de SMI, santé materno-infantile, donc consultation plus un bilan biologique de routine, c'est-à-dire examen donc virologique, un bilan pour son anémie éventuelle, donc suivre donc par échographie la première, la deuxième, voire vers la troisième. On est vigilant, mais jusqu'à présent, aucune femme enceinte n'a à s'inquiéter. On surveille. Et on va voir plus tard qu'est-ce que ça va donner, parce que nous n'avons pas de recul, parce que les études rétrospectives qui sont nécessaires pour
pour asseoir une attitude ou une conduite à tenir devant un cas. Alors, après l'accouchement, docteur, si une femme est contaminée au coronavirus, peut-elle allaiter? Alors ça, il faut le dire, et il faut donc le répéter plusieurs fois, que les femmes, même si elles sont atteintes de coronavirus, auront la possibilité d'allaiter. Car les bébés qui sont nés en général, l'immunité s'affaiblit au fur et à mesure des années, avec l'âge. Mais le nouveau-né, il a des poumons qui sont sains et saufs, qui n'ont jamais été exposés à un tabagisme ou bien à une pollution dans cet environnement. Alors, il va supporter, et il y a des hypothèses qui disent qu'il n'y a pas de protéines réceptrices au niveau des cellules, les phlebocytes, c'est-à-dire les cellules pulmonaires et les cellules ciliées de la trempe bronchique. Donc, le virus aura la difficulté d'accéder. Et en plus de ça, que le lait maternel est le meilleur, c'est pas comme le lait artificiel. Le lait maternel, c'est un lait qui est chaud. Ça renforce l'immunité. Il contient des anticorps contre plusieurs germes. Il est prêt à l'emploi et aussi ses concentrations sont adéquates et adaptables au fur et à mesure de la journée et en même temps au cours de l'allaitement. C'est-à-dire que les concentrations peuvent différer du début de l'allaitement jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire après 10 minutes ou 15 minutes, selon la satisfaction du bébé. Donc on peut parler d'un risque zéro. Il y a un risque zéro actuellement et l'allaitement, à mes connaissances, continuera. Au contraire, si on le sépare, ce serait beaucoup plus risqué. Alors, docteur, quel geste barrière recommandez-vous pour les femmes enceintes et pour les mamans avec bébé? Alors, les mamans qui sont enceintes, elles vont subir la règle de l'hygiène, comme a été édité dans plusieurs fois sur la télévision et par beaucoup de personnel médical et paramédical du ministère de la Santé. Alors, c'est le lavage minutieux des mains, au moins pendant 1 minute, avec de l'eau savonneuse. Vous savez que l'eau savonneuse, elle détruit facilement ce germe. Les virus sont de 2 types. Dans le génome, il y a l'ARN et l'autre a ADN. Il y a certains qui ont une enveloppe et certains qui n'en ont pas. Celui-ci, il n'a pas d'enveloppe et ceux qui n'ont pas... qui a une enveloppe, et celui qui a l'enveloppe, il est facilement détruit par du lait, de l'eau savonneuse. Donc, à défaut de l'eau, on pense au gel antiseptique désinfectant, donc à base de l'eau et d'hydroxyalcoolique, c'est ça. Et donc cette maman elle va donc être vigilante en lavant ses mains très fréquemment, de même qu'elle va limiter les déplacements, qu'elle va limiter donc de se trouver dans les foules, le contact avec beaucoup de gens. Et puis, donc dans sa chambre, il faut nettoyer les objets qui sont touchés plusieurs fois, et donc l'espace dans sa maison. Alors que pour les bébés, comment protéger un bébé et comment on peut lui demander de ne pas mettre la main dans la bouche, parce que les enfants, surtout les nourrissons, les nouveau-nés, les meilleures choses qu'ils veulent, c'est comme un instinct, c'est de mettre donc la main dans la bouche et en train de le sucer. On ne peut pas lui imposer de se laver les mains. Mais la femme, ou bien la maman qui s'occupe de lui, elle est obligée de se laver les mains avant de faire les soins à son nouveau-né et immédiatement après, au moins pendant 3 minutes. Et bien sûr, si le nouveau-né se trouve dans un foyer où là il y a le contact, donc il faut l'éloigner des gens de contact, c'est-à-dire il faut donner un peu d'écart. Alors maintenant, qu'en est-il, docteur, pour le calendrier de vaccination pour les nouveau-nés et les enfants contre les maladies infantiles en général? Y a-t-il des changements en cette période marquée quand même par un risque assez élevé de contamination? Effectivement, votre question est pertinente, vu que les gens toujours viennent me demander la question: est-ce qu'on peut vacciner cet enfant? Quand est-ce qu'on va l'amener? Ils croient qu'il y a un changement. Vous savez que le calendrier de vaccination est un calendrier excellent, parce qu'il comporte au moins 11 vaccins contre des germes, bactéries et virus. En commençant par le BCG contre la tuberculose, la poliomyélite, l'hépatite virale B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hémophilus influenzae B qui a l'impact sur les méninges. Il donne une méningite foudroyante. Aussi contre le pneumocoque, le rotavirus qui donne des diarrhées qui sont aiguës, qui a emporté pas mal d'enfants auparavant. Alors, c'est un vaccin qui est obligatoire pour tous les enfants et à n'importe quel coin du royaume,
c'est un calendrier qui est disponible depuis la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, c'est un petit peu condensé de la naissance jusqu'à 18 mois et après, il y a un rappel jusqu'à l'âge de 5 ans. Certains vaccins existent dans les officines qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. Il y a des gens qui peuvent l'ajouter. Comme quoi, par exemple? Comme c'est de la varicelle, comme celui de l'Orient, comme celui de l'hépatite virale A. Alors, l'hépatite virale A, par exemple, peut présenter 2 ou 3% de cas fulminants, mais ce n'est pas vraiment obligatoire, mais on peut se protéger aussi. Vous savez que le virus de la rougeole, par exemple, c'est un virus qui a ARN, c'est-à-dire le génome, c'est l'ARN, c'est avec ça qu'il se réplique, comme celui du coronavirus, ce SARS-CoV-2. Alors, et puis, il a une enveloppe. Quand on vaccine l'enfant correctement contre la rougeole, en général, c'est le Rovax ou bien le AR, c'est-à-dire en association avec celui de la rubéole. Alors, il y a une immunité croisée qui peut aider l'enfant, c'est un plus. Donc, le respect de ce calendrier est primordial, indiscutable. Il faut aussi venir aussi dans les rappels à temps. Il n'y a aucune cause pour retarder cette vaccination. Alors restez avec nous, docteur. On va s'intéresser tout de suite au 3e âge, car on le sait, les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus à risque de détecter des complications du Covid-19. En ces temps difficiles, seul le confinement représente une véritable protection, loin des sorties non nécessaires et des visites. Une bonne alimentation fait également partie des consignes à respecter. Dominique Orlando. Qu'est-il préférable de manger lorsque l'on a pour âge plus de 65 ans ? Comment les seniors doivent-ils se nourrir en cette période de pandémie et afin de renforcer leur immunité ? Ce qu'on recommande au niveau alimentaire, c'est tous les aliments qui contiennent de la vitamine C, par exemple, ou des aliments qui vont les prévenir contre les aliments antioxydants, notamment les fruits et les légumes. Les fruits riches en vitamine C restent bien sûr les agrumes, le pamplemousse, le citron, mais aussi les oranges, le kiwi, les fraises. Ce sont des aliments qu'on recommande d'augmenter la consommation de ces aliments durant cette période. Par exemple, sur l'alimentation équilibrée sur 3 repas, prendre un fruit le matin, le midi, vraiment supplémenter notre alimentation en légumes, notamment les légumes verts, notamment les épinards, les choux de Bruxelles, le fenouil, les poivrons. Tous ces aliments sont très riches. Un menu qui ne doit en aucun cas se substituer à la prise en charge médicamenteuse s'agissant des personnes ayant une maladie chronique. Il leur faut donc suivre leur traitement et rester confinés. Alors, docteur, nous venons de le suivre. Il faut privilégier certains aliments, comme les fruits, les légumes, quelques épices. Vous en pensez quoi? Alors, un régime alimentaire équilibré, en protéines, en lipides et en glucides, et en sels minéraux, en vitamines et l'eau. Il faut boire assez de l'eau aussi. Un régime alimentaire équilibré a été toujours efficace dans toutes les circonstances. Alors, vous savez qu'actuellement, on parle du deuxième cerveau qui est le tube digestif. Dans le tube digestif, il y a une flore intestinale donc, qui est composée par les lactobacillus et les bifidobacterium et aussi les streptocei. Alors, cette flore intestinale, si on veut qu'elle soit équilibrée et qu'elle nous protège contre toutes les maladies et contre toutes les infections, y compris virales, bactériennes, mycosiques et aussi contre les maladies métaboliques qui arrivent avec l'âge aussi, alors pour l'équilibrer, il faut donner un régime alimentaire équilibré à base surtout des légumes et des fruits riches en fibres, parce que les fibres sont les prébiotiques et pour nous donner les probiotiques. Et donc, quand nous avons les symbiotiques et un bon équilibre, à ce moment, on est protégé. Donc, même la viande et les poissons qui contiennent beaucoup d'oméga, elles sont très efficaces, de protéines et d'oméga aussi, elles sont très importantes en acides gras essentiels. Dans cette crise actuellement, à cause de ce coronavirus, on pense aussi aux féculents et aussi aux fruits secs, parce qu'ils contiennent aussi des vitamines C et d'autres vitamines et d'autres nutriments. La vitamine C aussi, on peut se supplémenter, il existe aussi disponible au niveau des officines. Donc justement, on parle beaucoup de la vitamine C généralement pour booster l'immunité. Est-ce qu'il faut la consommer en naturel ou alors il faut encore consommer des vitamines, on va dire, industrielles chez les officines par exemple?
Parfait. D'abord, puisqu'on parle beaucoup d'immunité, si vous le permettez, je veux rappeler un petit peu sur l'immunité. Alors l'immunité, normalement, elle est basée sur l'existence des globules blancs, les leucocytes dans le sang. Ces globules blancs, parce que maintenant que l'immunité qui va nous protéger de ce coronavirus, avant de penser à ce traitement qu'on vient de voir sur le reportage, à base de chloroquine et puis de macrolide, d'azithromycine, etc. Et puis des sérums, selon le cas par cas. Il y a les cas qui sont avancés, il y a des cas qui sont... Alors, ces globules blancs, qui vivent en général 4 à 5 jours quand ils se trouvent au niveau des tissus, sont en état d'attaque, et ils ne vivent que 6 jusqu'à 18 heures dans le sang. Alors, ces globules blancs, issus de la moelle osseuse, alors pour leur donner la possibilité d'intervenir et de combattre, donc, d'abord, il faut savoir le mécanisme. Les globules blancs, nous avons des polynucléaires neutrophiles et des polynucléaires monocytes qui contient donc polynucléaires et mononucléaires. Alors, les polynucléaires sont les polynucléaires neutrophiles, les eosinophiles et les basophiles. Et nous avons aussi des monocytes qui sont des lymphocytes et des histiocytes. Donc, le globule blanc, quand il constate qu'il y a un virus corona, par exemple, qui a envoyé déjà une cellule pulmonaire ou une cellule gastrique, parce qu'il peut aller plus loin, alors ils se mobilisent. D'abord, pour le débarrasser de son antigène qui est l'arme destructeur de ce virus. Et puis, d'autres globules blancs qui vont étudier cet antigène pour fabriquer des anticorps. Et à ce moment-là, ils vont le détruire. Donc, pour donner de l'aide et un bon soutien pour ces globules blancs, il faut de la vitamine C et d'autres vitamines, bien sûr. Alors, ces vitamines C interviennent dans des centaines de mécanismes pour rendre cette immunité facile, de lui donner la facilitation d'intervenir le plus tôt possible, parce qu'ils vont former des clones. Et au lieu d'être 4 000 jusqu'à 10 000 par millimètre cube, imaginez quand dans le corps humain, il existe à peu près 5 ou un peu plus de litres de sang. Donc, imaginez à peu près 8 000 globules blancs par millimètre cube, combien ça va faire? Donc, au cours de l'infection, il y aura augmentation des globules blancs, donc hyperleucocytose arrivée à 10 000, 15 000, 20 000, voire 30 000. Jusqu'à la neutralisation. Jusqu'à la neutralisation en faisant des clones. Donc, des clones, c'est-à-dire, ce sont des amants qui interviennent à tour de rôle et parfois en même temps. Donc, pour donner une capacité maximum. Capacité maximale, il faut faire appel à beaucoup de vitamines, surtout la vitamine C. On peut même se supplémenter parce qu'il existe dans les officines, et aussi se basant sur un régime alimentaire équilibré, surtout qui contient beaucoup de fibres. Beaucoup de fibres, exactement. Merci, docteur Allal Smen, pédiatre, médecin-chef de la circonscription sanitaire Sidi Fatah Rabat. Merci beaucoup pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Direction maintenant l'hôpital de proximité Sidi Moumen à Casablanca, où sont pris en charge 14 patients atteints de Covid-19 selon les mesures sanitaires en vigueur. Visite dans ce reportage de Saïda Idrissi, Ahmed Hamri et Sarah Katir. C'est à l'hôpital de proximité Sidi Moumen à Casablanca que sont hospitalisés 14 des patients atteints du virus Covid-19 à Casablanca. Ici, tout est mis en œuvre pour la rémission de ces patients. L'hôpital de proximité Sidi Moumen assure une prise en charge totale de ces malades, et également il comprend 40 lits qui seront bien équipés en termes d'équipement de réanimation et qui assurent les normes de sécurité et de qualité. Je demande aux citoyens de rester chez eux, comme ça ils pourront nous aider, puisqu'il y a tout le personnel médical et paramédical et le staff qui est engagé et qui est 24h/24 là au niveau de l'hôpital. Ça pourrait nous aider s'ils restent chez eux. Comme ça, on pourra sauver la situation. Cet hôpital est destiné pour recevoir les malades Covid-19 qui nécessitent une prise en charge en réanimation. Donc on a des salles qui sont bien équipées en matériel de réanimation, respirateurs, monitoring, ventilation artificielle. Et on demande à la population qu'ils nous aident et ils restent chez elle à la maison. L'hôpital s'est préparé pour accueillir les patients. Il dispose d'une 40aine de lits de réanimation et de tout un staff de personnel médical et paramédical multidisciplinaire. L'hôpital Sidi Moumen, il dispose d'un service de radiologie, et chaque malade
lorsqu'il rentre, il doit bénéficier d'un scanner systématique pour tous les malades. Un scanner, bien sûr, un scanner thoracique. Cette mobilisation au sein des hôpitaux et des structures hospitalières doit aller de pair avec l'engagement des citoyens pour rester chez eux et pour respecter les dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Et comme cet hôpital, d'autres structures sanitaires prennent également en charge les personnes atteintes de Covid-19, comme l'hôpital Prince Moulay Abdallah Saleh, doté d'une nouvelle unité de réanimation médicale qui contribuera à augmenter la capacité litière du service de réanimation. Cette unité dispose des derniers équipements techniques et technologiques dans le domaine de la réanimation médicale. Elle devra réduire la pression potentielle sur l'hôpital en cas de réception de nouveaux cas contaminés par le nouveau coronavirus. Et la mobilisation face au Covid-19 se renforce. De nouvelles contributions sont injectées au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, mis en place en exécution des hausses d'instruction royales. Plusieurs institutions publiques, semi-publiques et privées y ont contribué. Vous aussi, vous pouvez y contribuer pour les virements émis au niveau national. Il s'agit de préciser le RIB et le nom du bénéficiaire et l'objet du virement. Pour les virements émis d'étrangers, il faudra préciser l'IBAN et le nom du bénéficiaire qui s'affiche à l'écran. Et puis, vous avez toujours la possibilité d'envoyer des SMS au numéro 1919 qui représente un don de 10 dirhams. Les canaux de communication se renforcent en cette période critique pour élever le niveau de vigilance des citoyens et leur garantir une sécurité sanitaire. Une nouvelle plateforme téléphonique Allo 300 a été lancée en coordination entre le ministère de l'Intérieur et les forces armées royales. Un communiqué conjoint indique qu'à travers cette plateforme qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7, une équipe spécialisée va donner des conseils et des réponses à toutes les questions des citoyens, de recevoir leurs réclamations concernant le volet sanitaire lié au Covid-19 et de les orienter vers les services compétents selon les cas. Cette nouvelle plateforme s'ajoute donc aux 2 lignes téléphoniques du ministère de la Santé, Allo Yaqada et Allo Sami, dédiées aux informations et conseils relatifs à l'aspect sanitaire. Tout comme d'autres professions essentielles au bon fonctionnement de notre pays pendant l'état d'urgence sanitaire, les agents de nettoyage sont eux aussi en première ligne. Tous les jours, ils sillonnent nos quartiers pour le ramassage des ordures. Plus que jamais, il est de notre responsabilité de penser à ces soldats de l'ombre en adoptant des gestes simples qui peuvent leur éviter de contracter le virus. Samira Asbal, Madish Taibi, Oumaïma Ramdi. La journée s'annonce chargée pour Belhaj. Pas de répit pour cet agent de nettoyage. Mais avant de s'atteler à sa mission, il enfile gants, masques et lunettes. Chaque jour, il est en contact avec nos détritus. Poubelles mal fermées, bacs débordants ou encore ces ordures jetées en vrac. Il devra les ramasser au risque de tomber sur des déchets contaminés. On demande aux gens de collaborer avec nous en évitant de jeter par terre leurs gants, masques ou encore leurs mouchoirs utilisés. Cela nous rend la tâche plus difficile et on s'expose à un grand danger. Les déchets que l'on trouve le plus, ce sont des masques et des gants utilisés. On demande aux gens de nous aider à bien accomplir notre devoir en mettant leurs déchets dans des sacs en plastique et de bien les fermer avant de les jeter à la poubelle. Ils le disent sans détour, leur sens du devoir les maintient sur le terrain. En cette période de crise sanitaire, la cadence de travail s'accélère. Pour mener à bien notre mission, cette période critique, on a mobilisé plus d'équipes qui nettoient les rues et qui vident les poubelles. Et pour les protéger, on a mis à leur disposition tout un arsenal pour les préserver de tout danger de contagion. On désinfecte également le matériel qu'ils utilisent. En cette période de crise sanitaire, les agents de nettoyage sont sur le front. Exerçant un métier essentiel à l'hygiène publique, ils sont sur le qui-vive. S'ajoute dans cette période critique à leur mission la stérilisation de l'ensemble des espaces publics et du mobilier urbain. Une mesure préventive qui vise à endiguer la propagation du Covid-19.
Et en ces temps durs, il est parfois juste impossible d'être aux côtés des siens à cause de l'éloignement géographique ou en raison des mesures de confinement. Une situation que vivent en ce moment des millions de personnes à travers le monde. C'est le cas de Jamal Slam, un ressortissant marocain en Belgique, loin de sa famille à Bruxelles. Il se trouve actuellement à Sidi El Hal, faute de pouvoir les rejoindre. Le reportage est de Bouchaïb Ammari, Ahmed Hamri, Sarakatir. Nous sommes à Sidi El Hal, lieu de résidence au Maroc de Jamal Slam, un ressortissant marocain habitant à Bruxelles, est venu au pays pour une durée déterminée. Seulement, avec l'état d'urgence sanitaire et la suspension des liaisons aériennes, Jamal Slam n'a d'autre choix que de se confiner chez lui et suivre les nouvelles de sa femme et de ses 3 enfants via Internet. On est quotidiennement en communication avec mon père, mes frères, ma mère et moi. Nous respectons les mesures de confinement. Moi, je suis diabétique et je dois redoubler de vigilance pour éviter toute contamination. قدر الله ما شاء فعل. أنا من الناس اللي في أوروبا من الجالية ديال أوروبا في بروكسل بالضبط. Je suis venue de Bruxelles et les circonstances ont voulu que je sois ici en cette période. Ma famille en Belgique est elle aussi confinée à la maison. Heureusement qu'il y a Internet pour communiquer. Et à longueur de journée, je veille à ce que mes enfants adoptent les mesures de sécurité pour éviter la contamination. Qu'il soit au Maroc ou en Belgique, la priorité des membres de cette famille est de se prémunir contre le coronavirus en restant là où ils sont. État d'urgence sanitaire oblige. Toutes les dispositions préventives prises par le Maroc sont judicieuses. Si d'autres pays en Europe avaient fait la même chose à temps, on n'en serait pas là aujourd'hui. Même s'il est seul chez lui à des milliers de kilomètres de sa petite famille, Jamal Slam est confiant, le Maroc vaincra ce maudit virus. La seule condition, c'est qu'on reste tous chez nous et qu'on évite la promiscuité. Rappel des mesures prises par la CNSS qui avait annoncé la mise à disposition des employeurs d'un portail électronique Covid-19.cnss.ema dédié au dépôt des demandes pour bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle nette durant la période du 15 mars au 30 juin 2020 en application des mesures d'accompagnement des entreprises vulnérables au choc induit par la crise du coronavirus. Décidée par le comité de veille économique pour préserver le pouvoir d'achat des salariés, cette indemnité se décline comme suit. 1000 dirhams pour le mois de mars et 2000 dirhams pour les mois d'avril, mai et juin. Cette indemnité concerne les salariés déclarés à la CNSS au titre du mois de février 2020 en arrêt temporaire de travail et relevant des entreprises en difficulté et prise en charge totalement par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie. L'opération des cours à distance, elle, se poursuit sur le digital et sur les chaînes de télévision publiques. Après Ataqafia, Tamazirt et la Youn TV, c'est au tour d'Ariadia de programmer dès aujourd'hui des cours destinés aux étudiants de différents établissements universitaires. Dans un premier temps, 6 séances seront diffusées à raison de 3 heures par jour. Elles portent sur les cours d'Acharia, les lettres et sciences humaines, les sciences juridiques, économiques et sociales, les sciences et facultés multidisciplinaires. Et partout, les opérations de désinfection se multiplient dans les hôpitaux, les services publics, les administrations, les transports en commun, les structures portuaires, des activités d'import et export. Tous les camions de transport d'ailleurs de marchandises passent aussi par la case désinfection. Nous le verrons au port Angemed dans son reportage de Yassine Benjeloun, commenté par Boukr Ben Rabrit. Le port Angemed muscle son dispositif préventif pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les membres du service du contrôle sanitaire pulvérisent les engins transportant les marchandises. Les équipes d'intervention veillent au grain avec la plus grande vigilance. J'arrive d'Espagne. Avant de descendre du bateau, le camion est entièrement désinfecté.
On m'a pris aussi la température pour prévenir l'arrivée sur le territoire marocain de personnes infectées. Les chauffeurs de camions sont soumis au contrôle au moyen de caméras thermiques pour relever leur température. Ils subissent aussi un contrôle médical après la désinfection de leur engin. Le système de sécurité pour la protection du port a été renforcé. À la salle de contrôle, les équipes de service dirigent les opérations de façon à faire respecter strictement les règles d'hygiène. Les opérateurs ils contrôlent à distance les marchandises, le flux des conteneurs, ce qui est d'une part une bonne protection pour eux, mais sans oublier qu'on a une grande équipe qui est dehors, qu'elle aussi a été briefée pour respecter toutes les règles d'hygiène en termes de distance, comme on a dit, et aussi tout ce qui est lavage des mains, la prise de distance avec l'équipe qui se trouve à bord du bateau. L'ensemble de la communauté portuaire, autorités locales sont mobilisées pour servir les flux d'import-export pour les besoins du royaume et du transbordement pour les flux mondiaux. Donc c'est une occasion pour rendre aussi hommage aux personnes qui travaillent quotidiennement sur le terrain malgré les circonstances exceptionnelles, notamment les pilotes, les opérateurs portuaires, les logisticiens, les chauffeurs des camions. L'accès au port marocain pour les navires de croisière ou de plaisance est suspendu. Seuls les bateaux transportant des marchandises ont autorisation d'accoster. Dans le monde, le virus continue sa propagation avec plus de 3400 morts. L'Espagne a dépassé aujourd'hui le bilan de la Chine. 738 morts en 24 heures. Mais l'Italie demeure le pays le plus touché avec plus de 69 000 cas de contamination et près de 7 000 décès. La situation s'aggrave également en Allemagne avec près de 33 000 contaminations et 159 morts. 2300 cas au Portugal, 4200 en Belgique. La Chine, elle, n'a répertorié aucun nouveau cas d'origine locale depuis plusieurs jours. Plus de 73 000 personnes ont guéri. On s'éloigne un peu des mesures de confinement pour retrouver des paysages enneigés en ce tout début de printemps. Depuis lundi, il a beaucoup neigé dans certaines régions, du Moyen et du Haut-Atlas par exemple. Une situation météorologique qui booste le moral en cette période d'isolement. Ahmed El-Habri et Zakaria Mouqin-Billah. Un sublime manteau blanc recouvre les collines et les montagnes de la province de Midelt, donnant à voir de magnifiques paysages. Ces derniers temps, d'importantes chutes de neige intéressent cette zone. Sur la route, quelques rares voitures circulent en cette période où les citoyens sont tenus de rester chez eux, sauf exception. La neige égaye le cœur. Il y a de beaux paysages. On espère que les choses vont s'améliorer. Nous sommes ravis par les précipitations et les chutes de neige. Elles sont bénéfiques à l'agriculture, l'élevage et le couvert végétal, car le développement de la région s'appuie beaucoup sur le secteur agricole. Même décor à Loukaïmden. Dans cette station de ski, il a neigé 50 cm au sommet et 38 cm sur le flanc. Le site dévoile tout son charme naturel, malgré l'absence de visiteurs. Quelques habitants se feraient un chemin au milieu des flocons de neige pour faire leurs courses. J'espère qu'on va dépasser la pandémie actuelle et que les choses vont retrouver leur cours normal. Les gens feraient bien de rester chez eux. Après la fin de cette crise sanitaire, le site va retrouver ses visiteurs qui pourront profiter de ces beaux paysages. Depuis lundi, des chutes de neige et des averses localement fortes, accompagnées de fortes pluies, intéressent plusieurs provinces du royaume. D'après la direction de la météorologie nationale, ces chutes de neige peuvent atteindre par endroits 10 à 40 cm. Une aubaine pour de nombreux secteurs, en particulier l'agriculture. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h avec Nabil Moudden. À demain.